Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. S'il a eu l'appel de la forêt, il a eu celui du ring aussi. Dans ses écrits, il a décrit le monde tel qu'il le voyait, tel qu'il l'imaginait sans prendre de gants. Mais pour boxer, il en a mis, c'est plus prudent. Je vous raconte maintenant un aventurier qui est monté sur le ring, Jack London. Nous sommes en 1886 à San Francisco, aux États-Unis. Jack London, qui s'appelle encore John Chaney, a 10 ans. Mais il a déjà compris que lorsqu'on est pauvre, la vie est un combat parfois au sens propre. Alors il lui arrive de faire le coup de poing le long des docks, comme sa mère le confessera plus tard. Le petit John est batailleur, oui, bagarreur même, mais par la force des choses. Il est le genre de gamin à ne pas céder d'un pouce, face à des plus grands que lui, souvent surpris par ce petit teigneux qui se relève toujours. Jack London est peut-être prédestiné, mais la boxe, la vraie, il ne la découvre que bien après, à 20 ans. Du jour de sa naissance ou presque, Jack a dû en effet batailler. D'abord en échappant à la diphtérie qui ravage la ville de l'ouest des États-Unis où il est né, ou en luttant contre la misère bien installée. L'enfance de Jack London, c'est celle d'un gamin qui doit ramasser les quilles dans les bowling, laver des vitres ou réparer les filets des marins pêcheurs pour se faire 3 sous. Mais ce quotidien, Jack a tout fait pour s'en éloigner. Au milieu des années 1890, juste majeur, Jack London a déjà pas mal baroudé aux États-Unis et il commence à écrire ses premières nouvelles qui relatent ses aventures. Mais la politique l'attire autant que la littérature. Marqué par le sort des ouvriers et des vagabonds qu'il a croisés à travers le pays, London rejoint les rangs du Labour Socialist Party d'Oakland, à côté de San Francisco. C'est là qu'il donne ses premiers coups, mais cette fois en y étant autorisé. Il s'initie au noble art, qui n'en est pas encore un, avec un camarade, un maître en la matière, Jim Whittaker, ancien instructeur de boxe dans l'armée britannique. Les premières semaines, le style de Jack London est encore grossier, mais l'entraînement paye. En quelques mois, Jack London devient un boxeur, certes amateur, mais redouté pour l'acharnement et l'obstination qui le caractérisent entre les cordes d'un ring. Dans les années qui suivent, Jack London finit par associer l'utile à l'agréable. Quitte à passer ses soirées dans les salles de boxe, il accepte de couvrir les combats prestigieux pour les journaux d'un des grands magnats de la presse de l'époque, William Randolph Hearst, l'homme qui a inspiré le célèbre Citizen Kane. Hearst, qui rachète des journaux un peu partout à travers le pays, a besoin du talent des grandes plumes américaines. Et Jack London fait déjà partie de celle-là, alors que la publication de son ouvrage, aujourd'hui le plus célèbre, L'Appel de la forêt, l'a propulsé sur le devant de la scène en 1903. Non seulement Jack London a le vent en poupe, mais il sait d'autant mieux de quoi il parle qu'il boxe lui-même et qu'il fréquente des stars du ring comme Jimmy Britt ou Bob Fitzsimmons. Rien ne peut alors égaler son écriture lorsqu'il s'agit de décrire au lecteur l'affrontement des boxeurs et leur danse cruelle, la chaleur des projecteurs, l'odeur du sang et de la sueur, le son mat et sourd des gants qui frappent des côtes ou un visage. Sous sa plume, une rencontre de boxe devient un récit tragique, celui d'une violence brutale mais calculée et codifiée sous les rugissements de la foule. La boxe, pour Jack London, c'est de la pure violence sublimée par la grâce de quelques cordes et d'un carré lumineux. Chaque coup de gong raconte la domination du plus fort sur le plus faible, un thème qui traverse toute son œuvre d'ailleurs. Car c'est bien de domination que l'on parle et non de sport ou à peine. Jack London le souligne souvent. On joue au football ou au basket, mais on ne joue pas à la boxe. On la pratique dans un combat cruel où l'individu s'engage tout entier au risque d'y laisser quelques plumes et parfois même la vie. C'est ce qui est arrivé à Joe Fleming, le héros du destin tragique de The Game, l'enjeu en français, le premier des 2 romans publiés en 1905 que Jack London a consacré à la boxe. Alors qu'il a juré à Geneviève, sa fiancée, d'arrêter les combats clandestins qui lui permettent de gagner quelques sous pour aider sa famille, Joe, 30 ans, finit par accepter un dernier combat la veille de son mariage. Un combat au cours duquel il meurt sous les yeux de Geneviève. Le bruit court d'ailleurs que c'est en lisant ce roman tragique que le boxeur Gene Tunney, le vainqueur de Georges Carpentier, décida de mettre brutalement fin à sa carrière, au moment où chacun voyait en lui le poids lourd le plus doué de sa génération. Mais l'influence de Jack London dans le monde de la boxe ne s'arrête pas là. Dans son second roman de boxe, The Abyssal Brute, la brute des cavernes,
London imagine la lente ascension sportive et sociale de Pat Glendon, un jeune boxeur entraîné par un ancien champion. Avec lui, Jack London peut se vanter d'avoir créé un archétype, celui de l'ancien boxeur reconverti qui forme un héritier sorti du ruisseau, en général à contre-cœur. La culture populaire regorge de ce type de personnage élevé au rang de cliché, comme par exemple dans le film Creed sorti en 2015, où Sylvester Stallone retrouve son personnage mythique de Rocky, un Rocky vieillissant qui entraîne le fils de son ami Apollo Creed, mort sur le ring. Dans l'imaginaire de Jack London, la boxe est donc une affaire de domination. Mais elle prend un drôle de tour avec une affaire célèbre qui reflète tous les préjugés raciaux de l'époque. En 1910, Jack London est au sommet de sa gloire quand il pèse de tout son poids pour que soit organisé le combat du siècle. Un match opposant Jim Jeffries et Jack Johnson, deux boxeurs invaincus qui ne se sont jamais rencontrés. Au-delà de l'enjeu sportif, l'affaire symbolise aussi l'Amérique ségrégationniste de l'époque. Jim Jeffries est blanc, Jack Johnson est noir. Et pire encore, aux yeux de certains, c'est un provocateur né qui joue de la haine que lui voue une partie du public blanc en étalant sa fortune et ses conquêtes, en portant des fourrures aux couleurs vives ou en exhibant ses incisives en or. Pour une partie de l'Amérique blanche, la simple idée que Jack Johnson puisse être le champion du monde poids lourd en titre est intolérable. Ce qui se joue le 4 juillet 1910 dans le Nevada n'est pas un match de boxe. Pour bien des spectateurs, c'est la domination de la race blanche sur la race noire. Si Jack London ne va certainement pas jusqu'à hurler « Tue le nègre !» comme on l'entend honteusement ce jour-là dans les tribunes, son soutien va clairement à Jeffries qu'il appelle à effacer le sourire de Jack Johnson. La défaite de Jeffries lui semble impossible, au point qu'il mise $4 000 sur le champion ce jour-là. Et pourtant, le 4 juillet, devant 20 000 spectateurs enragés, Jack Johnson pilonne Jeffries pendant 15 longs rounds avant de le laisser au sol et de se moquer des célébrités sagement installées au premier rang qui n'étaient pas venues pour l'encourager. Parmi elles, Jack London aura au moins le mérite de reconnaître que Johnson n'a pas volé sa victoire. En 1910, son dernier combat à lui n'est pas loin. 6 ans après le match du siècle, affaibli par l'alcool et par la maladie tropicale qu'il a contractée lors d'un voyage dans le Pacifique, Jack London, l'aventurier, n'est plus que l'ombre de lui-même. Réfugié dans son ranch de Glen Ellen, en Californie, il meurt à 40 ans à peine d'un empoisonnement du sang, le 22 novembre 1916, au terme d'une existence qu'il aura menée comme il l'entendait, comme il l'avait encore écrit quelques jours avant sa mort, dans l'un de ses derniers articles. Je préférais être un météore superbe qu'une planète endormie. La vie pour Jack London était une fulgurance et un combat, et la boxe en était l'image. Europe 1, historiquement vôtre.